à tous ceux qui légitiment tout ça. Attention, please. Et évidemment, j'ai oublié de dire merci Léna. Léna Situation qui explique au matinal de France Inter, Léna Situation à propos des commentaires de CNews sur sa tenue au festival de Cannes, le racisme et l'islamophobie sont tellement décomplexés qu'on va être islamophobe avec une femme qui n'est même pas musulmane. Quelqu'un qui dit c'est insupportable de laisser l'antenne à des gens qui n'y connaissent rien. L'islamophobie est un terme frauduleux qui permet de faire passer la critique de l'islam. Le blasphème est autorisé pour du racisme. Combien de fois faut-il le répéter? Elle dit aussi mon cœur saigne pour les femmes musulmanes. Et Psychodélique qui dit elle n'existe plus qu'au travers de l'islam. C'est fou. Mais regardez ça. Donc Léna Situation, je vous rappelle, précédent festival de Cannes, c'était ça. Elle s'est mangé un pressing de fou furieux par sa communauté de charia compatible vivre ensemble. Festival de Cannes suivant. Puis là. Et là d'un coup elle était félicitée. Et si tu critiques, c'est toi l'islamophobe. Mais on le voit Léna, il participe à l'entrisme islamique, à l'instauration de la charia. Tout doucement. Tout doucement. Et si t'es pas content, t'es raciste, t'es facho et t'es islamophobe. Mais au final, le vrai truc, il est là. 59% des jeunes musulmans en France souhaitent l'application de la charia. Une enquête réalisée par IFOP pour le magazine Écran de veille fait état d'une radicalité croissante des fidèles en France, ainsi que l'adhésion progressive au courant de pensée islamiste. Moi, comme je l'ai déjà dit, c'est simple de lutter contre les pensées radicales islamistes. Tu détruis les 3/4 des mosquées en France, t'en laisses plus qu'un quart. On regarde comment ça se passe. Si ça continue, tu redétruis les 3/4 des mosquées en France. Si ça s'arrête, on peut laisser le restant. Si ça continue, on redétruit les 3/4 des mosquées en France. On interdit le voile. Ou encore, on interdit le voile intégral. On interdit le voile tout court. On interdit l'accès aux politiques de gauche dans les universités qui vont faire de l'islamisme. Et vous allez voir que ça peut aller que mieux. Écoutez ça. Dans son ouvrage majeur Le choc des civilisations paru en 1996, Samuel Huntington théorise une résurgence de l'islam, à l'œuvre dans le monde arabo-musulman et s'étendant vers l'Occident. L'universitaire américain emploie délibérément le R majuscule pour souligner la rupture majeure qui induit ce phénomène, au même titre que la Révolution française. En l'espace de 40 ans, l'islam a gagné une place croissante au sein de la société française, comme le suggèrent les résultats de l'enquête effectuée par IFOP pour le magazine Écran de veille, intitulé « État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France entre réislamisation et tentative islamiste ». Pareil, il y en a qui disent « Ouais, regarde, il y a des mosquées de partout, ça vous les fout les boules qu'on soit aussi nombreux et qu'on en a partout, vous allez disparaître. Ah donc le remplacement... Non, théorie de facho, ça n'existe pas. Et de toute façon, même si ça existait, heureusement qu'on est là. » Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je vous rappelle, 59, les hypocrites, ils ont presque tous le comportement interdit par le Coran. On est d'accord. Mais maintenant, ils l'ouvrent. Je vous rappelle que pour Dominique Bernard, c'était 70% des jeunes musulmans comprenaient l'assassin de Dominique Bernard. Comprenaient les motivations. 70%. Un musulman sur 3. Donc ça, c'est le vivre ensemble voulu par, souvenez-vous, quand le patriote a dit « Moi, franchement, même s'il y avait 50% de musulmans en France, ça me dérangerait pas, s'ils sont gentils. » Bah oui. Et après, tu vas dire « Ouais, mais de toute façon, ils sont en majorité, donc faut bien appliquer ce qu'ils ont envie d'appliquer. C'est aussi ça, le respect d'autrui. » Ben, dégage. C'est marrant. Bon, on va pas refaire le truc de Ben, allez voir la vidéo sur Ben le Patriote. Longue de 60 pages, cette étude Pouillet offre un éclairage inédit sur deux phénomènes qui gagnent en importance au sein d'une nouvelle génération plus radicale que les précédentes. Entre 1985 et 2025, la France a connu une recomposition complète de son paysage confessionnel. La part des musulmans dans la population française est passée de 0,5%
à 7%. Tandis que celle des catholiques a chuté de 83% à 43%. Et ça, on le sait, hein, les églises sont totalement vides. En Angleterre, c'est pire. En Angleterre, en Écosse, c'est pire. Les églises sont tellement vides que soit elles sont fermées, il n'y a plus personne, elles sont fermées au public, on ne peut plus y rentrer, soit elles sont reconstruites, elles sont réadaptées en marché, en centre commercial. En Écosse, on a traversé 3-4 églises où tu rentres dedans et c'est un marché. Alors c'est magnifique. T'as un marché dans une église, c'est magnifique. Mais c'est un indicateur monstrueux de la déchéance du catholicisme et de la chrétienté. Et il y a même des églises qui sont refaites en mosquée. Et là, l'islam est devenu la deuxième religion de France devant le protestantisme. Et alors que la part des Français ne se réclamant d'aucune religion a connu une augmentation constante pour atteindre 37,5% de la population. Cette proportion croissante des fidèles musulmans en France va de pair avec une forte religiosité, c'est-à-dire une pratique régulière du culte pour ses membres. 80% des musulmans vivant dans l'Hexagone se déclarent religieux, contre 48% des habitants se réclamant dans une autre religion. En sus, Virginie, près de 2 tiers des fidèles à l'islam affirment prier tous les jours, contre une moyenne de 18% pour les adeptes des autres religions. Entre 89, année de la très médiatique affaire du voile de Creil, et 2025, le taux de fréquentation des mosquées a plus que doublé, passant de 16 à 35%, signe d'une réislamisation. Et que le gouvernement n'a rien fait, c'est de dire on n'a plus de mosquées, il faut construire plus de mosquées, on est trop nombreux, on n'a plus de mosquées. Pas de souci, on va en construire plein. Ben non, vous avez ce qu'il vous faut, vous vous démerdez, ou alors vous arrêtez d'être musulman. Il y a d'autres religions, il y a pas de place. Diversité, inclusion, va chez les protestants, va chez les chrétiens, va chez les pastafaristes. L'islam, c'est bon, c'est capé, fini, stop. Mais non. Incroyable. Ce phénomène se traduit dans la vie quotidienne par une primauté des pratiques prescrites par la religion sur celle de la société, témoignant d'une capacité croissante de l'islam à fixer des règles de vie quotidiennes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, la plupart sont un peu neuneux, et qu'ils ont besoin de l'islam qui leur dit que quand tu pètes, tu dois te laver les pieds, parce que sinon ils ne savent pas. Quand tu t'essuies, tu dois t'essuyer avec un nombre impair de feuilles de papier, parce que sinon le shaitan il rentre dans ton anus. Un ami, je crois qu'il peut te mettre un doigt dans le cul, mais pas plus de 12 cm. Je crois qu'il y a une connerie comme ça aussi, je me rappelle plus. Si c'est le doigt ou zizi directement. Mais en dessous de 12 cm. Au-dessus, c'est gay. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Faudrait refaire le match. Mais on en avait parlé de ça. Mais je me rappelle plus exactement de la règle. Après, en même temps, je suis pas un expert. Ainsi, le jeûne quotidien pendant les mois saints du Ramadan est aujourd'hui observé par 73% des fidèles, contre 60% en 89. 79% des musulmans en France s'abstiennent de consommer de l'alcool. Il est témoin de 65% en 89. Alors il y a beaucoup de musulmans qui font le ramadan et tout ça et qui s'enquillent de l'alcool quand il n'y a personne qui les regarde. Et qui s'enquillent du saucisson parce que c'est trop bon. La prépondérance religieuse sur les scientifiques dans la conception même du monde est éloquente. 65% des musulmans estiment que la religion a plutôt raison. Alors, on le sait, on l'a beaucoup expertisé aussi un peu le Coran, l'islam et tout le bazar. Un musulman qui explique que la religion a plutôt raison, c'est un mauvais musulman. Normalement, il se fait défoncer par ses pairs. L'islam a toujours raison. Surtout, c'est la seule et unique loi qui existe. Point. 65% des musulmans estiment que la religion a plutôt raison, c'est de la takia. C'est pour se dire, ah vous voyez, il y a encore de l'islam modéré. Et vous voyez que c'est possible. D'ailleurs, en Bosnie-Herzégovine, les musulmans boivent l'alcool. Alors en même temps, c'est normal. T'es dans un territoire slave.
t'as des gènes slaves et tu bois pas d'alcool, c'est pas possible. Généralement, tu fais une division par 0 et tu meurs à petit feu. T'es obligé de boire pour survivre. Par rapport à la science, sur la question de la création du monde, contre 19% pour les Français, se réclamant d'autres religions. Cette orthopraxie entraîne une rupture progressive avec les mœurs de la société. 43% des musulmans refusent par exemple le contact visuel ou physique avec une personne de sexe opposé. T'imagines le niveau de fragilité? Dans ce registre, notons une plus forte radicalité chez les femmes que chez les hommes. À titre d'exemple, si 30% des hommes musulmans refusent de faire la bise, c'est le cas de 39% des femmes. 14, sauf s'il est bien gaulé et qu'il est musclé. Là, d'un coup, il n'y a plus personne. Vous savez le même là? Ah, je pourrais pas le retrouver le même. Attends. Même Karen, Hi, Ugly versus comment on dit déjà? Chad. C'est l'image là. Ah, je la retrouverai pas. Il y a une image d'une nana au bureau. D'une nana au bureau. Tu sais, t'as un beau gosse qui arrive comme ça. Salut Karen, ça te dit d'aller boire un verre? Pas de soucis, Fred, on y va quand tu veux. Et après, t'as le gros boutonneux avec des lunettes. Salut Karen, ça va aujourd'hui? Ça te dirait d'aller boire un verre? Ah, harcèlement sexuel! RH! 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 C'est un peu l'idée. « 14% des femmes musulmanes n'écoutent pas de musique non islamique. » Alors, l'islam interdisant la musique. Qu'est-ce que c'est de la musique non islamique? Vous avez 4 heures. Contre 8% des hommes. Oui, c'est ça, c'est le même Looking Good Suzanne, ça doit être ça, attends, frère. C'est ça, exactement, c'est exactement ça, voilà. C'est à ça que je pensais. C'est exactement ça que je pensais, voilà. Ouh, joli aujourd'hui, dis donc. Belle gueule. Oh, t'es trop mignon. Hey, t'es joli aujourd'hui. Oh, s'il vous plaît, les RH. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La différence entre une agression et une invitation. J'ai vu des nanas, moi, au taf. Mais vraiment, je l'ai vécu. Insupportable, des nanas. De toute façon, ce genre de nanas sont insupportables. Et se plaignent non-stop. T'as un mec qui passe, qui est un peu bourré, il est random, quoi. Et bique sur les ratés, quand il est dégueulasse. Hier, il m'a proposé un café, mais qu'est-ce qu'il croit et tout. Là, enfin, il fait je suis sûr qu'il fait de l'harcèlement sexuel, c'est un connard, des choses qu'il est comment dire, pervers et tout, avec des gouttes et tout. Là. T'as un beau gosse qui passe, qui leur dit même pas bonjour, qui les méprise. Oh, lui, il est trop beau, putain, s'il pouvait me prendre partout les trous, mais quand il veut, bordel de merde, je fais ventouse. C'est insupportable, c'est naze. Insupportable. J'en étais. Contre 8% des hommes. L'étude révèle en outre que l'adhésion à certaines pratiques relève moins de la coercition que du choix personnel. Ainsi, 80% des femmes portent le voile affirment se vêtir ainsi pour respecter une obligation religieuse par choix. Et 44% pour ne pas attirer le regard des hommes. A fortiori, seulement 2% des femmes concernées estiment se couvrir la tête du fait d'une pression imposée par leurs proches. Donc, on a quand même 44 personnes, non, on a quand même 80% des femmes qui expliquent mettre un voile par obligation religieuse, mais il n'y a que 2% des femmes qui disent mettre un voile par pression imposée. On va résumer. 100% des femmes qui se voilent le font par choix, par liberté, de ne pas se faire tabasser par leur coreligionnaire. Point. Point. C'est tout. Elles ont choisi de ne pas se faire défoncer. C'est un choix, le voile, effectivement.
Dans la plupart des pratiques, les jeunes font montre d'une plus grande assiduité que leurs aînés. 59% des musulmans âgés de 15 à 24 ans sont par exemple favorables à l'application de la charia, la loi islamique. Et aussi, dites-vous bien que 15 à 24 et 15 à 24 ans n'ont jamais vécu la charia, n'ont jamais été dans un pays islamique. Et ils fantasment ça. Pour moi, ça, c'est exactement le même fantasme que les communistes. Ils n'ont jamais vécu le communisme, mais ils veulent instaurer le communisme. En disant la société irait mieux dans le communisme. Parce que ce qu'ils se disent, c'est que si c'est eux qui instaurent le communisme, ils seront dans la caste dirigeante. Et il y aura les moutons et la plèbe en bas qui se fera martyriser, mais eux, ils s'en foutent, ils seront dans la caste dirigeante. Et là, c'est pareil. Ils pensent qu'ils sont cool avec la charia, parce qu'ils vont être dans la caste dirigeante, ils vont avoir juste les autres. Ah, t'as pas pris la charia. À bas. Ils vont dire, mais elle avait le choix. Elle avait juste à respecter la loi. Ils pensent qu'ils vont être dans la caste dirigeante. C'est pour ça qu'ils ne voient pas de problème. Parce qu'ils n'ont jamais vécu. Comme les communistes. Contre 38% des fidèles âgés de plus de 50 ans. Entre 89 et 2025, la proportion de musulmans âgés de moins de 25 ans affirmant prier tous les jours est passée de 26 à 67%. Parce qu'il n'existe qu'au travers de ça maintenant. Et t'as des bennes patriotes. Ouais, mais ma religion, j'en ai rien à foutre que je la connais pas. J'en ai rien à foutre s'il y a des ânes qui volent. Moi, je veux juste vivre de ma religion. Si tu la respectes pas, je respecte pas. C'est pas que je respecte pas ta religion. Je te dis ce qu'il y a dans ta religion. Et en te disant ce qu'il y a dans ta religion, tu t'énerves. Tu m'envoies sur les roses et tu me dis j'en ai rien à battre de ce qu'il y a dans ma religion. Mais je t'explique que si t'en as rien à battre de ce qu'il y a dans ta religion, t'es un mauvais musulman. Tu ne peux pas. C'est pas compatible. Logique. Allô? Ouais, mais regarde les chrétiens. C'est pas précisé chez les chrétiens. Les chrétiens, le plus gros truc que tu risques, c'est de manger du poisson le vendredi. Et que si on te bifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Waouh! T'exposes pas de manière random à la moindre contradiction dans la chrétienté. S'il vous plaît. Comparez ce qui est comparable. Alors que ce taux a chuté de 80% à 53% chez les plus de 50 ans. C'est les vieux arrêtent l'islam, c'est les jeunes, parce qu'ils n'ont que ça. Parce que ça leur donne un sentiment de pouvoir. Moi je suis l'islam, moi je suis un bon musulman. D'accord, et au-delà de ça, j'ai une grosse bite. Ouais, c'est bon, ok. En outre, 21% des musulmans souhaitent ainsi que l'islam se modernise. C'est pas possible. Parce que Allah, il est au-dessus de tout. Donc si tu veux que l'islam se modernise, t'es pas musulman, hein, t'es apostat. Et fais gaffe, on va te pragmatiser. Parce que tu remets en doute la parole divine imperturbable. Contre 48% en 98. Si 49% pensent que la loi française fait prévaloir sur les règles islamiques, ils étaient 62% il y a 30 ans. Donc 1 sur 2, on va arrondir. Un musulman sur 2 pense que la loi française doit prévaloir sur les règles islamiques. Un musulman sur 2 pense que les lois islamiques prévaut sur la loi française. Un musulman sur 2. Un islamiste sur 2. Un islamiste sur 2 pense que la loi de l'islam prévaut la loi française, ou la loi de la société ou du pays où il vit, la loi occidentale. On voit bien. Donc 7 millions de musulmans en France, c'est ça, hein, il y a combien de musulmans en France ? Il y a combien de musulmans en France ? 6 millions. Allez.
Une estimation pour 2025 environ 6 millions, soit 9% de la population. Une personne sur 10 est musulmane en France, en arrondissant. 6 millions de musulmans. 3 millions de ces musulmans te disent la loi de l'islam est supérieure à la loi de la France. 3 millions. Pourquoi ils sont encore sur le territoire français? Pourquoi on continue à ouvrir des mosquées? Je sais pas. Corollaire d'une radicalité accrue, le nombre de fidèles affichant leur proximité avec des courants de pensée intégristes est en constante augmentation. 38% des Français musulmans approuvent tout ou partie des positions islamistes en France. 2 fois plus qu'en 98. Et le pire, c'est que tu as des gauchistes qui ne sont pas musulmans, qui vont aller défendre ces partis et ces positions islamistes. « 24% des interrogés affirment éprouver de la sympathie à l'égard des frères musulmans. » Je vous rappelle, selon certains, les frères musulmans, théorie du complot, ça n'existe pas. Mais ça fait 24% qui éprouvent de la sympathie envers un truc qui n'existe pas. Après, tu me diras 100% des musulmans approuvent de la sympathie envers un Dieu qui n'existe pas non plus. 9% pour le salafisme et 3% pour le djihadisme. Je sais plus, à un moment, j'ai vu un tweet, j'avais retweeté, on en a parlé dans une vidéo précédente. Ils étaient à 2 doigts de dire, à un moment ils parlaient, oui mais ça c'est la djihadosphère, ils étaient à 2 doigts d'expliquer qu'il y avait du djihadisme modéré. En additionnant tous les courants de pensée islamistes, takfir, wahhabisme, salafisme, tablight, je le connais pas celui-là, tu vois. Enfin, je le connais pas le tabligh. C'est quoi le courant islamiste tabligh? Et un mouvement missionnaire musulman, né en Inde dans les années 1920. Ah, ils prennent pas de sodomie, juste missionnaire. C'est un mouvement religieux qui encourage les musulmans à revenir à une pratique stricte et quotidienne de l'islam. Prière, modestie. C'est le plus grand Dieu de tous les temps, c'est la plus grande religion de tous les temps. Mais on est modeste. Ils font du prosélytisme pacifique. Ils vont voir des musulmans pour leur dire « Reviens vers Dieu, prie, viens à la mosquée. » Ils y croient. Le mouvement est vu par les autorités françaises. Le mouvement est vu rigoriste, très conservateur, parfois comme une porte d'entrée vers un islam plus radical, mais pas violent. Quand est-ce qu'on remplace le gouvernement aussi? C'est des djihadismes modérés. Il te dit s'il te plaît avant de te mettre un coup de couteau. « 33% des adeptes de l'islam se sentent proches d'au moins une mouvance islamiste. 33%. Un musulman sur 3. Un musulman sur 3. Tu vas dans la rue, tu croises 3 musulmans, il y en a un qui se sent proche d'une mouvance islamiste. Les mecs, c'est des mines de proximité. Cette revanche de Dieu, évoquée en 91 par Gilles Kepel, dans son ouvrage éponyme, s'incarne en France dans les frères musulmans. À travers un réseau tentaculaire d'associations et d'initiatives, ces derniers ont développé de véritables écosystèmes dans certains quartiers du pays, comme l'a révélé un rapport déclassifié par l'Élysée au mois de mai dernier. Et chez les influenceurs, regarde Zach Nani. Zach Nani, qui explique comment allier l'islam et le fait que comme c'est un créateur de contenu, il doit mettre de la musique, mais pas mettre de la musique par rapport parce que c'est contre l'islam. Ça aussi, c'est du frère musulmanique, c'est de l'entrisme islamique, c'est de la radicalité. Et il n'est pas banni pour ça.
Est-ce qu'il y a une issue à cette France? Moi, j'y crois pas. On y est! On y est! C'est quelque chose. Faire un jeu vidéo Batman qui rende hommage à l'aura du Chevalier Noir, mais surtout qui soit quelque chose d'original et pas un énième produit dérivé. 2 ans plus tard, un vendredi d'août 2009, sort donc Batman Arkham Asylum. Le succès est commercial, mais surtout critique. Un jeu qui allait tout renverser sur son passage et allait réussir à poser les jalons de ce à quoi allait ressembler le jeu vidéo pour les prochaines années à venir. Rien que ça. Alors, avec un Joker fraîchement appréhendé, Batman se dirige à toute allure vers l'asile d'Arkham pour y livrer son célèbre alter ego. Mais ses bas-de-sens lui disent que quelque chose cloche. Un Joker qui se laisse attraper aussi facilement, ça n'est pas normal. Bien vu, Batman. Parce que tout ceci n'était qu'un coup monté afin de prendre possession de l'asile d'Arkham et de se débarrasser du Chevalier Noir une bonne fois pour toutes. Confronté au Joker et à une pléthore de super vilains iconiques qui séjournaient tous à l'asile, enfermé sur cette île remplie de fous alliés, Batman va devoir s'occuper de tout ça seul comme un grand. La nuit s'annonce compliquée, mais pas de soucis. C'est Batman. Très bien. Avant qu'on commence à parler du jeu plus en profondeur, on s'est dit que ce serait sympa de faire une petite rétrospective de Batman en jeu vidéo. En jeu vidéo, ouais, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais fait quelques jeux quand même. Batman. Voilà, on a fait quelques jeux, j'en ai aussi refait pour ce podcast. Ah, tu en as refait? Moi j'en avais fait à l'époque, tu vois. Ah, t'en as fait à l'époque? Moi j'en ai fait un ou deux à l'époque, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Disons pour bien comprendre le trajet qui a été accompli et cette espèce de renaissance en fait. Parce que d'un côté, c'est incroyable cet Arkham Asylum quoi. Alors, il y a eu d'abord 2 ou 3 jeux je crois sur Commodore, sur ZX Spectrum, ce genre de choses. Je les ai pas refaits pour ce podcast, j'avoue. Je crois qu'il y en a certains qui respectent un petit peu l'esthétique comic book avec des cases et tout. Je crois qu'il y avait déjà une certaine intention. Mais il faut bien se dire aussi que Batman, c'est une licence qui est un peu revenue à la vie, comme ça, qui est devenue vraiment ultra grand public avec le film de Tim Burton, le premier. Quoi. 89, ouais. Ça a été vraiment genre un phénomène. Ah bah il y a eu une Batmania, ça très s'appelait à l'époque. Et c'est là où est sorti le premier jeu vidéo qui était en fait tiré du film, qui est Batman sur... Alors, la plupart des jeux sont souvent sortis sur différentes plateformes et n'ont pas forcément eu les mêmes développeurs, mais moi j'en ai refait 5 de cette époque-là, et le premier justement c'était le Batman de la NES qui a été développé par Sunsoft, qui avait apparemment un contrat pour faire 2 jeux vidéo Batman. C'est un action platformer 2D assez classique pour l'époque, qui n'a pas grand chose à voir avec le film, hein, parce qu'ils ont envoyé ça à un studio japonais, c'était 1989, je pense pas qu'ils savaient exactement ce que c'était. Enfin tu vois, je pense pas qu'au Japon tout le monde savait ce que c'était Batman, forcément, tu vois. Oui, puis surtout, selon les délais, peut-être que le film il était pas, il était en développement. Voilà, ils savaient pas, ils ont peut-être eu quelques concept art, ce genre de trucs voilà, pour les aider, mais au meilleur des cas, quoi. Et puis ça se voit, ça reste un jeu que moi je trouve assez bien. Il introduit une mécanique assez cool de wall jump. Oui, c'est ça, c'est bien sûr où il y a le wall jump. Ouais. Voilà, exactement. Et autrement, pour les environnements, t'es dans des cavernes. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec un film Batman, même s'il y a des jolies petites cinématiques entre les niveaux. C'est un jeu qui est très dur. J'ai pas été au-delà du niveau 3, je crois, 3 ou 3-4. T'as vraiment cette difficulté typique de l'époque, en fait, où tu devais vraiment refaire les niveaux jusqu'à les connaître un peu par cœur pour pouvoir exécuter la chose de manière pratiquement parfaite, quoi. Mais si vous aimez bien ce genre de jeu, en fait, je trouve que c'est un jeu correct, quoi. Ça répond bien. Il y a différents gadgets. C'était une bonne entrée en matière pour Batman, on va dire, pour la NES, et ça représente bien à quel point les jeux en 2D de Batman, ils étaient plutôt pas mal, quoi. Alors pas tous. Non. Parce que comme je disais, en fait, Sunsoft, ils avaient apparemment un contrat de 2 jeux. Et donc le premier était une adaptation du film, mais le deuxième, il s'appelait le Return of Joker, je crois, ou Revenge of the Joker. Un truc comme ça, et il est sorti en 1991. Et alors celui-là, pour l'avoir refait, ah mon dieu quoi. Tu vois l'intention, je crois qu'ils ont mis beaucoup d'efforts dans ce jeu vidéo. Ils ont fait un énorme sprite de Batman, les sprites sont hyper gros, hyper animés, hyper détaillés, avec le background en fait qui est hyper joli, qui évolue, etc. Tu vois que techniquement c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur NES, mais ça fonctionne pas du tout. C'est un de ces jeux où les ennemis pop en fait soudainement en fait devant toi. C'est-à-dire que tu vois pas exactement ce qui se passe à ta droite et à ta gauche, et tout d'un coup les ennemis pop devant toi, et ça rend le jeu insupportable. Enfin moi j'ai pas passé le deuxième niveau, quoi, parce que c'est pas jouable. Alors j'ai encore joué à 3 jeux de cette époque pour cette rétrospective. C'était alors premièrement il y a le jeu dérivé du film Batman
C'est Batman Returns? Non, Alors c'est attends, Batman Returns, ouais, mais après nous en France c'est Batman le défi. Ah oui, le défi, voilà. Alors Batman le défi, qui est un jeu de commande qui a été refilé à Konami. Konami en a fait un beat 'em up Voilà, du coup tu y as joué sur Super NES, enfin sur Super NES, voilà, exactement. Ouais. Alors que moi j'avais la version Mega Drive quand j'étais plus gamin et les deux jeux n'ont rien à voir. Non, rien à voir, voilà. Ils ont pas du tout la même gueule. Il est ont beaucoup pas du plus tout la joli même gueule. sur SNES. Oui, bah en fait sur SNES, c'est un jeu de commande. Ils leur ont dit, tu vois qu'ils leur ont dit, faites-nous un jeu Batman basé sur le film. Et puis, ben Konami étant Konami, c'était des gens qui étaient compétents pour certaines choses à l'époque, notamment des jolis gros sprites en pixel art. Et puis un gameplay de beat 'em up 2D classique. Et puis ben, tu te retrouves avec un beat 'em up 2D relativement classique, très joli, qui essaie de faire quelques trucs en plus. Il y a une phase en Batmobile par exemple. Ah qui, bah oui, c'est vrai, avec le mode 7, tout ça. Voilà, avec le mode 7, tout ça. C'est un jeu qui est sympa, mais disons, je pense que vous pouvez trouver des meilleurs beat 'em up de Konami de l'époque, quoi. Ils ont sorti encore un jeu qui était basé sur la série animée. Oui, c'est vrai. Batman et et- Robin, quelque chose, non? Ouais, Ou, les aventures de Batman et Robin. Les aventures je de crois que ça Batman et s'appelle Robin. tout simplement. Et qui est un petit peu. Alors, apparemment, c'est un peu le meilleur de tous, en fait. En tout cas, je l'ai réessayé un peu. Alors, C'est pas facile aussi, hein, c'est je très difficile. Ouais, donc, hein, moi, c'est- j'ai pas réussi à accrocher plus que ça. Le deuxième niveau, t'es sur une montagne russe et le Joker te lance des trucs. Il lance et des faut bombes, essayer- ouais. Il te lance des bombes, il faut les renvoyer et tout. J'ai pas persévéré. Mais apparemment, si t'aimes bien la série et si tu la connais bien, c'est un jeu qui est très fidèle et qui est hyper très très fidèle à bien la fait, série. quoi. Mhm. Et c'est très joli, quoi. C'est magnifique. Konami était au sommet de son art. On en a déjà parlé dans le podcast sur Castlevania, mais il maîtrisait la 2D au pixel art